Il était un roi du design, un homme qui créait du confort pour les maisons les plus riches du monde, mais sa propre maison était un musée froid, et son fils un étranger. En rentrant d'un voyage d'affaires, il s'attendait au silence oppressant habituel, mais trouva à la place une scène de cauchemar. Ses deux enfants et leurs domestiques, ligotés et bâillonnés. Son cœur se brisa, mais ce ne fut pas le véritable choc. Le choc vint lorsqu'elle, tremblante, lui murmura le nom du monstre qui avait fait cela. Ce n'était pas un voleur ni un inconnu, c'était son propre sang. Et à cet instant, il comprit que sa maison n'avait pas été violée par un étranger, mais qu'elle était pourrie de l'intérieur. La villa se dressait sur les collines d'Émilie-Romagne, un chef-d'œuvre d'architecture moderne et de silence. Marco Giordano, son propriétaire, se déplaçait parmi ses meubles de luxe comme un fantôme. Depuis la mort de sa femme un an plus tôt, il s'était réfugié dans le travail, créant une beauté parfaite et maîtrisable qu'il ne pouvait plus trouver dans sa vie. Ses enfants, Gabriele et Sofia, étaient des orbites lointaines, prises en charge par le personnel, aimés à distance par un père terrifié, à l'idée que leurs yeux soient un rappel constant de ceux de leur mère. Avant de découvrir la terrible vérité qui se cache derrière cette scène, je vous demande un petit geste. Si ces histoires vous touchent, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes si proches de notre rêve de 1000 abonnés, et votre aide serait un cadeau immense. Que Dieu vous bénisse. Il était rentré de Paris un jour plus tôt que prévu, épuisé par la futilité des salons de design, avec un besoin désespéré et inconscient de retrouver son foyer. Mais en entrant, il fut accueilli par un silence anormal, une absence de son pire que le bruit. Il n'y avait pas le va-et-vient habituel du personnel, ni la télévision allumée dans la chambre des enfants. Un pressentiment glacial lui serra l'estomac. Il appela le nom de ses enfants, mais seul l'écho lui répondit. Le cœur commençant à marteler contre ses côtes, il monta les escaliers en courant, suivant un instinct primaire qui le guida vers la salle de jeu. La porte était entr'ouverte. Il la poussa, et son monde s'effondra. La scène était glaçante, un tableau vivant de terreur. Ligotés dos à dos sur l'une de ses chaises design, se trouvaient ses enfants, Gabriele et la petite Sofia, et leur gouvernante, Isabella. Ils avaient du ruban adhésif sur la bouche, les yeux exorbités de panique. Gabriele, son petit homme de 9 ans, essayait de se montrer fort, mais les larmes coulaient sur son visage. La petite Sofia tremblait de manière incontrôlable, et Isabella, la femme silencieuse et douce qui était devenue le cœur de cette maison, les serrait contre elle comme elle le pouvait, tentant de les protéger même dans cette situation impossible. Marco sentit un cri étranglé monter dans sa gorge, un mélange de rage et de pure terreur. Il se précipita sur eux, ses mains tremblant si fort qu'il peinait à arracher le ruban adhésif. À peine libérés, les enfants se jetèrent sur lui, leur petit corps secoué de sanglots désespérés. Il les serra contre lui, enfouissant son visage dans leurs cheveux, humant leur odeur, essayant de se convaincre qu'ils étaient vivants, qu'ils étaient en sécurité. Mais lorsqu'il leva les yeux, il croisa ceux d'Isabella, et ce qu'il y vit le paralysa. Dans ses yeux, il n'y avait pas que de la peur. Il y avait une pitié profonde, inexplicable, une pitié dirigée vers lui. C'est alors qu'elle parla, sa voix un murmure brisé par le traumatisme. Ce n'était pas un étranger, monsieur Giordano. Elle marqua une pause, prenant une inspiration tremblante. Je l'ai reconnu, c'était votre frère, Paolo. Il a dit qu'il voulait seulement ce qui lui revenait de droit. La villa, autrefois sanctuaire d'un ordre impeccable, se transforma en un avant-poste chaotique de la police. Les carabiniers se déplaçaient avec un professionnalisme presque irrespectueux parmi les meubles de créateurs, leurs empreintes violant les sols en miroir, leur voix brisant un silence qui durait depuis 1 an. Marco, après avoir couché ses enfants, désormais sous sédatifs administrés par le médecin, se sentait étranger dans sa propre maison. Chaque recoin semblait contaminé non pas tant par la violence de l'intrusion que par le poison de la trahison. L'air lui-même semblait plus lourd, chargé d'une vérité insupportable. Le monstre n'était pas un visage inconnu, mais un visage qu'il connaissait depuis toujours, un visage qui portait son propre nom de famille. La forteresse qu'il avait construite pour protéger sa famille avait été prise de l'intérieur. Une rage aveugle primordiale lui empoisonnait le sang. Sa première pensée ne fut pas pour la justice, mais pour la vengeance. Paolo, son frère, l'éternel second, l'ombre souriante rongée par l'envie. Il repensa à une vie de faux sourires, de
Compliment ambigu, d'une rivalité qu'il avait toujours tenté d'ignorer et que Paolo, de toute évidence, avait cultivé comme un cancer. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Tandis que les enquêteurs lui posèrent des questions, son esprit était ailleurs, imaginant 1000 façons de détruire son frère, de lui faire payer non pas tant pour l'argent qu'il voulait, que pour la terreur qu'il avait imprimée dans les yeux de ses enfants. Son existence entière, basée sur la création de beauté et d'ordre, avait été profanée par la plus brutale des bassesses. Poussé par un besoin quasi obsessionnel de contrôle, de preuves tangibles, il s'enferma dans son bureau, son sanctuaire high-tech. « Je dois voir », dit-il aux enquêteurs, parlant presque pour lui-même. « Je dois voir chaque seconde. » Sur l'écran de son ordinateur, il lança les enregistrements des caméras de sécurité. Il rembobina la bande jusqu'au moment de l'effraction. Il vit la silhouette de son frère, masqué mais reconnaissable à sa démarche, entrer dans la salle de jeu. Il vit la terreur de ses enfants, la violence avec laquelle ils étaient ligotés, et il sentit la colère monter à nouveau, une vague de chaleur qui lui brouillait la vue. Il était sur le point d'éteindre, incapable d'en supporter plus quand quelque chose attira son attention. Ce ne fut pas la violence de son frère qui le frappa au cœur, ce fut le courage d'Isabella. Il la vit, sur les images granuleuses, se placer entre Paolo et les enfants. Il l'entendit, grâce à l'audio d'ambiance, le supplier. « Paolo, je t'en prie, ne leur fais pas peur. Ce ne sont que des enfants. Prends ce que tu veux. Mais laisse-les tranquilles. » Il vit comment, même en étant ligotée, elle essayait de se retourner pour servir de bouclier humain au petit. Il n'y avait pas de panique dans sa résistance, mais une lucidité et une force protectrice presque surnaturelles. Elle n'essayait pas de se sauver. Elle essayait de les sauver, eux, les enfants d'un autre, les enfants de l'homme qui la traitait avec une distance polie et infranchissable. La colère se dissipa, remplacée par une vague de honte si puissante qu'elle lui coupa le souffle. Il s'appuya sur son bureau, les jambes tremblantes. Lui, avec tout son argent, sa technologie, son pouvoir, était à Paris à parler de tables et de canapés. Et elle, son employée, la femme silencieuse qu'il payait pour nettoyer ses sols, était là, à se battre bec et ongles pour sa famille. Sa vie entière lui apparut pour ce qu'elle était, une coquille vide et dorée. Il s'était caché derrière le deuil, utilisant le travail comme excuse pour être un père absent, déléguant l'amour comme s'il s'agissait d'une tâche administrative. Et en son absence, cette femme était devenue la forteresse qu'il n'avait pas été capable d'être. Isabella n'était pas une héroïne par hasard. Elle aussi était veuve. Elle avait perdu son mari, un ouvrier, dans un accident du travail 3 ans plus tôt. Elle connaissait le goût du deuil, la forme du silence qui s'installe dans une maison autrefois pleine de rire. Elle avait accepté ce travail dans la villa de Marco, non seulement par besoin, mais pour fuir sa propre maison, trop pleine de souvenirs. Dans les enfants de Marco, elle ne voyait pas seulement les enfants de son patron. Elle voyait 2 petites âmes perdues qui, comme elle, tentaient de naviguer dans un monde sans leur boussole. Son affection pour eux était née d'une empathie profonde, de la reconnaissance d'une douleur commune. Les protéger n'avait pas été un devoir, c'était un instinct. Le lendemain matin, la gêne entre eux était un brouillard épais. Marco la trouva dans la cuisine, préparant le petit déjeuner des enfants avec une normalité presque héroïque. Il chercha ses mots, mais ils lui parurent tous inadéquats. « Isabella, hier, commença-t-il maladroitement, je veux vous donner une prime, une récompense, tout ce que vous voudrez. » C'était sa manière habituelle de faire tenter de quantifier l'inquantifiable, de payer une dette qu'il savait impayable. Mais elle se tourna, et dans ses yeux, il n'y avait aucune attente, seulement une douce lassitude. « Monsieur Giordano, dit-elle, sa voix calme, je vous remercie, mais je ne peux pas accepter. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. » Elle marqua une pause, puis ajouta les mots qui allaient tout changer. « Je l'ai fait pour Gabriele et Sofia. Quand je suis avec eux, ma maison ne me semble plus si vide. » Cet aveu si intime et désarmant jeta un pont par-dessus l'abîme qui les séparait. Pour la première fois, Marco ne vit pas sa gouvernante, mais une femme, son égale dans la douleur et la résilience. Il hocha la tête, incapable de parler, sentant une vague d'admiration et une émotion plus chaude et plus dangereuse qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis longtemps. Son cœur, gelé depuis 1 an, sentit un premier dégel douloureux. Dans les jours qui suivirent, un nouvel équilibre, fragile et tacite, s'installa dans la villa. Marco commença à voir Isabella avec des yeux neufs.
Il remarqua la façon dont elle parvenait à faire rire Gabriele, la façon dont elle tressait les cheveux de Sofia, la façon dont sa seule présence semblait rendre les pièces moins vides. Il commença à rentrer plus tôt, à s'asseoir dans la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner, parlant de tout et de rien. Les enfants, sentant le changement chez leur père, devinrent plus sereins, leur peur lentement remplacée par une nouvelle sécurité retrouvée. La maison, pour la première fois, commençait à ressembler moins à un musée et plus à un lieu de vie. Mais la paix était une illusion. La nouvelle de l'arrestation de Paolo se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt les parents de Marco se présentèrent à la villa. Ils ne vinrent pas avec des mots de réconfort pour leurs petits-enfants ou de soutien pour leurs fils. Ils vinrent avec des visages sombres et un seul objectif, la gestion de crise. Un tel scandale détruira le nom de la famille, décréta son père, un homme habitué à considérer le bilan comme plus important que le cœur. Tu dois retirer ta plainte, Marco. Paolo a commis une erreur, mais il reste ton frère. Nous devons régler ce gâchis en silence, avant que la presse ne nous dévore. La véritable tempête n'était pas encore passée, elle ne faisait que commencer. La réunion de famille fut convoquée dans le bureau de Marco, là même où il avait assisté, impuissant, à l'enregistrement. De la terreur de ses enfants. Mais maintenant, il n'était plus seul. Il avait demandé à Isabella d'être présente non comme témoin, mais comme victime, comme membre de cette nouvelle unité familiale cabossée que le traumatisme avait forgée. Ses parents, Alberto et Costanza, étaient assis en face de lui, leurs visages des masques de réprobation rigides. À leur côté, l'avocat de la famille, un homme dont le travail consistait à enterrer les problèmes, pas à les résoudre. L'air était chargé d'une hostilité silencieuse, le calme avant une bataille inévitable. Son père alla droit au but, avec la brutalité d'un homme d'affaires qui conclut une mauvaise affaire. « Marco, nous devons être pragmatiques. L'arrestation de Paolo est une catastrophe pour la marque. Nos partenaires sont nerveux. Les marchés réagissent mal aux scandales familiaux. J'ai parlé à Paolo. Il regrette. Il est prêt à s'excuser, à entrer dans une clinique. On peut faire passer ça pour une dépression nerveuse, un moment de folie. » Il fit une pause, puis asséna le coup de grâce. « Mais tu dois retirer ta plainte. Nous devons présenter un front uni. La famille avant tout. » Cette phrase, « la famille avant tout », sonna comme une obscénité dans la bouche de son père. Ce fut sa mère, Costanza, qui porta l'attaque la plus venimeuse, et sa cible ne fut pas Marco, mais Isabella. « Et puis il y a cette situation, » dit-elle, en désignant Isabella d'un geste méprisant. « Je comprends que tu sois reconnaissant, Marco, mais ça devient inapproprié. Les gens parlent. Le fils prodige qui se console avec la domestique après la tragédie, ce n'est pas digne. » Elle se tourna directement vers Isabella, ses yeux deux éclats de glace. « Mademoiselle, vous avez fait votre devoir. Nous vous donnerons une prime de départ généreuse, une lettre de recommandation impeccable. Mais il est temps que vous vous retiriez. C'est une affaire de famille, et vous n'en faites pas partie. » Marco sentit une rage froide monter de son estomac. Toute sa vie, il avait subi leur absence d'affection, leur obsession pour le nom et l'argent. Mais les entendre piétiner ainsi la dignité de la femme qui avait sauvé ses enfants fut la goutte qui fit déborder le vase. À cet instant, son deuil, son apathie, sa peur, tout disparut, remplacé par une clarté cristalline. Il comprit qu'il avait été prisonnier non seulement de sa douleur, mais de leur toxicité, et il choisit la liberté. Il se leva lentement, forçant tout le monde à le regarder. Il fixa son père. La marque, les marchés, c'est de ça que tu t'inquiètes? Ton fils a ligoté tes petits-enfants à une chaise et les a bâillonnés, et tu parles de pragmatisme. Puis, il se tourna vers sa mère. Et tu parles de dignité? Où était ta dignité quand tu n'as même pas demandé à tes petits-enfants comment ils allaient? Où était la dignité de la famille quand votre seule pensée était de savoir comment étouffer le scandale? Sa voix, habituellement calme et contrôlée, était maintenant une arme tranchante, chargée d'années de frustration refoulée. Il contourna le bureau et s'arrêta à côté d'Isabella, qui le regardait avec un mélange de peur et d'admiration. Il posa une main sur son épaule, un geste protecteur et définitif. « Vous voulez savoir ce qu'est la famille ?» demanda-t-il, sa voix résonnant maintenant dans tout le bureau. « La famille, ce n'est pas un nom sur un bâtiment. Ce n'est pas un titre en bourse. La famille, c'est qui vous protège quand vous êtes en danger. C'est qui vous fait vous sentir en sécurité. C'est qui vous met en premier, toujours. » Son regard se durcit. « Cette nuit-là,
La seule personne dans cette maison qui s'est comportée comme une famille, c'est Isabella. Il se tourna de nouveau vers ses parents. Sa décision irrévocable. Paolo paiera pour ce qu'il a fait. Et la famille, telle que vous l'entendez, a cessé d'exister pour moi au moment où vous avez fait passer votre orgueil avant mes enfants. Puis, il fit la chose la plus inattendue. Il prit la main d'Isabella, entrelaçant ses doigts avec les siens devant tout le monde. Il se tourna vers elle, sa voix s'adoucissant, ignorant les regards stupéfaits de ses parents. « Cette maison n'a jamais été un vrai foyer », dit-il en la regardant dans les yeux. « C'était juste un bâtiment rempli de meubles coûteux. S'il te plaît, Isabella, aide-moi à la transformer en une vraie maison. » Ce n'était pas une déclaration d'amour, mais quelque chose de plus profond. C'était une invitation à construire un avenir, une demande de partenariat fondée non pas sur les conventions sociales, mais sur la loyauté et le respect gagnés au moment le plus sombre. Isabella, les larmes coulant sur son visage, serra sa main et hocha la tête. Dans ce simple geste, dans cette poignée de main face à un monde hostile, une nouvelle famille naquit. Ses parents restèrent bouche bée, vaincus non par un argument juridique, mais par une vérité du cœur contre laquelle ils n'avaient aucune défense. Leur offre d'un empire avait été refusée en échange de quelque chose qu'ils ne pourraient jamais comprendre, la possibilité d'un amour authentique. Marco raccompagna ses parents à la porte dans un silence de mort. Il n'y eut pas d'adieu, seulement la froide conscience qu'un pont avait été brûlé pour toujours. Quand leur voiture disparut au bout de l'allée, il se sentit pour la première fois non pas plus léger, mais enfin libre. Libre du poids de son nom, libre des attentes, libre du passé. Il retourna dans la maison où Isabella couchait les enfants. Il s'arrêta sur le seuil de leur chambre, l'observant border Sofia et déposer un baiser sur le front de Gabriele. Il la vit redresser un cadre de travers, éteindre la lumière et sortir sur la pointe des pieds. Quand elle le vit dans le couloir, elle lui sourit, un sourire fatigué mais serein. Et à cet instant, Marco comprit que son deuil pour sa femme n'avait pas disparu, mais s'était transformé. Ce n'était plus un trou noir qui avalait toute joie, mais une cicatrice qui lui rappelait la valeur de la vie et de l'amour. Et il comprit que la meilleure façon d'honorer la mémoire de sa femme n'était pas de s'enfermer dans un mausolée de douleur, mais d'ouvrir à nouveau son cœur et de permettre à ses enfants de grandir dans une maison remplie de chaleur et de rire. « Merci », lui dit-il, et ce mot contenait un univers de signification. « Pourquoi » demanda-t-elle confuse. « De m'avoir rappelé comment faire », répondit-il. Il reprit sa main et cette fois, il n'y avait plus de témoins. Il n'y avait que deux dans le silence d'une maison qui commençait enfin à guérir. Ensemble, ils descendirent les escaliers, non plus comme un maître et sa gouvernante, mais comme deux âmes qui avaient trouvé l'une en l'autre le courage d'affronter le monde et de reconstruire, sur les cendres de la peur et de la trahison, la chose la plus précieuse et la plus fragile de toutes, un foyer. Aimez-vous cette histoire? Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup de gens ne laissent pas de like, et cela nous attriste beaucoup. Nous comptons sur votre aide. Maintenant, continuons avec la vidéo. La rupture de Marco avec sa famille fut un tremblement de terre silencieux qui redessina les frontières de sa vie. Il maintint sa position. La plainte contre Paolo suivit son cours, se transformant en un procès qui, bien que tenu à l'écart des projecteurs à la demande de Marco, se solda par une condamnation pour séquestration et violence. Pour Marco, ce ne fut pas une victoire, mais l'amputation douloureuse d'une partie malade de son passé. Avec ses parents, il établit une relation froide et distante, basée uniquement sur de rares et formelles visites à ses petits-enfants, les empêchant de contaminer avec leur toxicité le nouveau monde qu'il essayait de construire. Son héritage n'était plus un nom sur une entreprise, mais la sécurité et le bonheur de ses enfants. La villa, libérée des présences oppressives, entama sa lente transformation de musée en maison. Le premier changement fut presque imperceptible. Isabella, avec la permission de Marco, se mit à cuisiner. Les odeurs simples et réconfortantes de la cuisine maison, d'une sauce qui mijote, d'un gâteau dans le four emplirent des pièces qui, pendant un an, n'avaient ressenti que la cire et la poussière. Puis vinrent les couleurs. Les enfants, encouragés par Isabella, commencèrent à laisser traîner leurs dessins. Et Marco, au lieu de les faire ranger, commença à les accrocher au mur. De petites explosions de vie joyeuse qui défiaient la perfection austère des meubles de créateurs. Mais la transformation la plus profonde fut celle de Marco, en tant que père. Guidé par la patience et l'exemple d'Isabella,
Il commença à participer. Il découvrit le plaisir de lire une histoire avant de dormir, le défi de monter un jeu de construction complexe, la joie désordonnée d'une bataille d'oreillers. Il redécouvrit ses enfants, non comme des rappels de sa perte, mais comme des individus vibrants, chacun avec sa propre personnalité. Il apprit que l'amour n'était pas un sentiment passif, un deuil à préserver, mais un verbe actif. Jouer, écouter, étreindre, être présent. Et plus il s'ouvrait à eux, plus il sentait sa propre blessure commencer à cicatriser, non pas en disparaissant, mais en devenant partie d'une histoire plus grande. 3 ans plus tard, c'est un après-midi inondé de soleil dans le jardin de la villa. Gabriele et Sofia, maintenant plus grands et plus bruyants, aident leur père à monter une balançoire en bois. Ce n'est pas une balançoire achetée, mais une pièce unique, conçue par Marco et construite de ses propres mains, un symbole de sa nouvelle façon de concevoir son métier. Non plus créer des objets parfaits pour des vies inconnues, mais créer des occasions de joie imparfaites et merveilleuses pour sa famille. Isabella les observe depuis un porche, apportant un plateau avec une limonade et des biscuits. Il n'y a plus de traces de la gouvernante et de son patron. Ils sont un couple, unis par une intimité facile et un amour qui a grandi lentement, nourri par l'estime et la gratitude mutuelle. Ils ont appris qu'un foyer n'est pas défini par la perfection de son ameublement, mais par le courage de ses habitants. Ils ont prouvé que la vraie famille n'est pas toujours celle dans laquelle on naît, mais celle pour laquelle on choisit de se battre, celle qui nous protège lorsque les monstres, même ceux qui portent notre propre sang, viennent frapper à la porte. La villa, autrefois une coquille vide et silencieuse, résonne maintenant de rire, de musique, de vie, et l'histoire d'une sombre trahison est devenue la fondation sur laquelle ils ont construit leur forteresse la plus sûre, une maison pleine d'amour. Croyez-vous que les liens choisis peuvent être plus forts que les liens du sang? Laissez un like si vous pensez que la vraie famille est celle qui nous protège. Abonnez-vous pour plus d'histoires où le courage et la loyauté triomphent toujours. Commentez, la famille, c'est tout. Si vous croyez aussi au pouvoir de tout recommencer.